C'est bon. Impeccable. Donc alors, on va parler dans un premier temps, je vais introduire un peu le sujet avec le microbiote, la notion d'hyperperméabilité intestinale, de stress oxydatif, d'équilibre acido-basique. Ensuite, on fera un petit point sur l'optimisation de l'effort et de la récupération. Je dirais un petit mot aussi sur les régimes un peu en vogue, low carb, pauvres en glucides, qui sont assez à la mode. Et puis on finira par quelques aides ergogéniques qui peuvent être fréquemment utilisées. Donc pour commencer, au sujet de ce microbiote, de cette flore intestinale et des liens entre dysbiose et hyperperméabilité intestinale. Donc le microbiote, c'est donc la flore intestinale, hein, c'est tous les micro-organismes qui peuplent le système digestif et l'intestin. On en a près de 100 000 milliards et ils communiquent vraiment avec toutes les cellules de l'organisme. Donc quand tout va bien, ces bactéries, elles vivent en harmonie dans notre intestin, elles jouent bien leur rôle. Mais quand une dysbiose apparaît, c'est-à-dire des déséquilibres de ces bactéries avec l'émergence et la multiplication de mauvaises bactéries, il y a beaucoup de troubles qui apparaissent sur le plan physique, psychologique et métabolique aussi, avec déjà une dégradation des défenses immunitaires, une chute des défenses immunitaires, puisque la nature des bactéries de la flore module les réponses immunitaires. Il y a des sensibilités alimentaires aussi qui peuvent apparaître, notamment aux protéines un peu problématiques, gluten, produits laitiers. Des troubles neurologiques aussi, avec des déficits en neurotransmetteurs, en dopamine, en sérotonine. Une inflammation générale qui va aussi aboutir sur de l'insulinorésistance, donc une moins bonne utilisation des glucides. Et dans ce contexte, il peut y avoir aussi des champignons qui peuvent s'implanter et qui peuvent proliférer, tels que les candidats albicans, qui vont être la cause de la candidose, jusqu'à envahir tout le système digestif. Et ils vont être aussi à l'origine de plein de troubles, donc des troubles digestifs, hein, que ce soit des diarrhées, de la constipation, de la fatigue chronique inexplicable, des troubles cutanés, eczéma, psoriasis, etc., des mycoses, que ce soit au niveau génital, dans les ongles, les oreilles, la bouche, et une sensation aussi au niveau psychologique de brouillard cérébral avec un manque de concentration, des troubles de la mémoire, etc. En rapport avec la notion de la perméabilité de l'intestin, la dysbiose favorise aussi l'hyperperméabilité de l'intestin. Donc en fait, en situation normale, l'intestin joue un rôle de barrière avec la muqueuse intestinale, les entérocytes, ce qui protège en fait l'organisme du passage de bactéries, d'endotoxines, etc. Mais en présence de dysbiose, la barrière intestinale, cette muqueuse intestinale est altérée et du coup, on a le passage de molécules qui ne devraient pas passer. Alors, il y a un rapport aussi avec l'activité physique et l'effort soutenu notamment, c'est que en cas d'effort soutenu et prolongé, on a un phénomène à l'effort qui s'appelle l'ischémie-reperfusion qui se produit. Donc, en fait, pendant l'effort, vous avez une diminution de l'irrigation sanguine au niveau de l'intestin au profit des muscles afin d'apporter plus de nutriments, plus d'oxygène. Et à l'arrêt de l'effort, l'effet inverse se produit avec une oxygénation massive de nouveau au niveau de l'intestin, avec beaucoup de radicaux libres aussi qui vont arriver, ce qui va entraîner du stress oxydatif et de l'inflammation. Et la répétition de ce phénomène, elle aboutit aussi sur une perte d'étanchéité de cette membrane intestinale avec effectivement le passage de toxines, de bactéries, de protéines qui peuvent engendrer à plus long terme des dysfonctionnements immunitaires et même aboutir sur des maladies auto-immunes. Et ce qui va aussi favoriser ce phénomène d'ischémie-reperfusion, on le verra un peu plus tard en détail, mais c'est la façon dont vous allez vous hydrater à l'effort, la façon dont vous allez consommer des glucides aussi, et puis la qualité de l'assiette au quotidien et surtout autour de l'effort. Donc justement, comment moduler ce microbiote via la ration alimentaire qui va permettre aussi de gérer l'inflammation et le stress oxydatif. Déjà, ça passe par un bon apport en fruits et légumes qui vont être déjà une grosse source de fibres, qui vont favoriser la diversité des bactéries intestinales et leur développement. Tous les végétaux, hein, d'une manière générale, peuvent vraiment influencer en profondeur la composition du microbiote. Il y a aussi l'aspect antioxydant qui va permettre de gérer le stress oxydatif au niveau de l'organisme, mais aussi au niveau de l'intestin.
Ensuite, des aliments glucidiques de qualité, voilà, des féculents de qualité à charge glycémique plutôt moyenne. Au niveau des pâtes, par exemple, privilégier les pâtes complètes, de sarrasin, de petit épeautre. C'est mieux que les pâtes blanches, de même que le pain blanc, hein, qui sont des éléments raffinés. On a aussi le quinoa qui est intéressant, la patate douce. Après, c'est vrai que le gluten peut poser problème et peut majorer ces problèmes, c'est ce phénomène d'hyperperméabilité de l'intestin. Donc, chez certaines personnes, il peut être judicieux de le limiter. Ça passe aussi par un bon apport en oméga 3 qui va favoriser la croissance des bonnes bactéries, mais qui va surtout gérer l'inflammation en favorisant la production de molécules anti-inflammatoires. Donc, on a les oméga 3 d'origine végétale, dans l'huile de colza, de noix, de lin, de cameline. La noix, le lin et la cameline, hein, sont particulièrement intéressants. Et puis, on a les poissons gras. Donc, plutôt privilégier des petits poissons gras qui sont moins riches en métaux lourds. Donc, c'est tout ce qui va être sardines, maquereaux, harengs. Ensuite, des prébiotiques. Donc, les prébiotiques, globalement, il y en a dans tous les végétaux, hein. C'est des éléments non digestibles, en fait, qui vont permettre la croissance et le développement des bonnes bactéries. Alors, on a les aliments riches en inuline, qui sont particulièrement intéressants, ail, oignons, poireaux, asperges, et les aliments riches en amidon résistants aussi, parce que l'amidon résistant va agir comme prébiotique. Donc, on a la banane, plutôt peu mûre, qui en est particulièrement riche, les flocons d'avoine, les légumineuses. Alors, les prébiotiques, on en trouve aussi sous forme de compléments alimentaires. C'est souvent une combinaison d'inuline et d'oligofructose. Ça peut être intéressant de les utiliser en cas de troubles intestinaux dans le cadre d'une prise en charge. Et ensuite, il y a les probiotiques qui, eux, sont des micro-organismes vivants qui vont être capables aussi d'influencer la qualité de la flore. Donc, on les retrouve en quantité relativement faible dans certains aliments, notamment le kéfir, les légumes lactofermentés, mais on peut aussi le prendre sous forme de complément alimentaire. Alors, à utiliser aussi dans le cadre d'une prise en charge par un professionnel de santé, parce que c'est vrai que les effets sont différents en fonction de chaque individu. Il faut faire attention aussi à la qualité du produit, à la qualité des souches, au dosage, et en sachant aussi qu'ils ne peuvent pas non plus transformer complètement la flore en une flore meilleure, parce que le dosage reste quand même négligeable par rapport à la quantité des micro-organismes que l'on a dans le tube digestif. Alors maintenant qu'on a fait un point là-dessus, je vais parler un petit peu de l'équilibre acido-basique. Donc pour fonctionner correctement, en fait, le corps doit se trouver dans une certaine zone de pH, et ce qui va conditionner ce pH, c'est en grande partie l'alimentation. Globalement, une alimentation acide est une alimentation riche en aliments ultra transformés, en produits raffinés, corrélée à une hydratation insuffisante et à une insuffisance d'apport en fruits et légumes. Parce que les fruits et légumes, en fait, vont apporter des minéraux alcalins qui vont permettre justement de neutraliser cette acidité. Au niveau de l'alimentation, il y a les indices de Pral qui permettent de renseigner l'acidité ou je vais y arriver, ou les aliments alcalins. Donc globalement, c'est vrai que les végétaux sont naturellement alcalins, alors que les aliments riches en protéines sont plutôt acides. Après, voilà, tout est une question de quantité et d'équilibre au sein de l'assiette. Et quelles sont les conséquences d'une acidité qui s'installe? Alors déjà, une fatigue chronique avec des problèmes de sommeil, voilà, un sommeil perturbé, de l'inflammation globale qui s'installe aussi, des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses, qui peuvent déboucher aussi sur des tendinites récurrentes. Globalement, c'est vrai que chez le sportif prédisposé aux tendinites, on a souvent un terrain inflammatoire assez installé et un terrain acide. Donc, c'est vrai que c'est les deux paramètres sur lesquels on agit principalement. Et puis aussi une déminéralisation osseuse, parce que pour neutraliser en fait l'acidité, le corps va puiser dans ses réserves minérales alcalines. Et donc, ça va entraîner une fragilisation des os. Donc, globalement, booster l'apport en fruits et légumes, et davantage si vous avez une alimentation riche en protéines. Au niveau des féculents, plutôt des aliments complets, de qualité, des légumineuses, éviter les aliments raffinés. Les eaux bicarbonatées sont intéressantes puisque les ions bicarbonates neutralisent l'acidité. Les eaux riches en magnésium aussi, pourquoi pas, parce que le magnésium est un minéral alcalin. Et puis limiter tout ce qui va être aliments ultra transformés, donc produits industriels et raffinés.
Concernant le stress oxydatif maintenant, alors le stress oxydatif, ça résulte en fait de la production de radicaux libres qui sont des petites espèces instables. Donc on en produit à longueur de journée, en quantité raisonnable, qui participe à la vie de la cellule, mais en trop grande quantité, ils vont oxyder les cellules, ils vont rouiller en fait les cellules. Et cet effet, il est majoré si les défenses, notamment antioxydantes, et si les réactions ne sont pas efficaces. La gestion du stress oxydatif, notre capacité à le gérer, elle dépend aussi de l'alimentation, puisque le corps justement va mettre en place des systèmes qui vont faire intervenir certains enzymes pour neutraliser l'excès de radicaux libres. Et pour que ces enzymes et ces réactions fonctionnent de façon optimale, il faut des cofacteurs. Donc notamment le zinc, le manganèse, le sélénium, d'autres intervenants aussi comme les vitamines antioxydantes, les polyphénols qu'on retrouve dans les fruits et légumes, le coenzyme Q10, etc. Donc, pour booster ces apports en ces éléments, au niveau de l'alimentation, ça se traduit par beaucoup de fruits et légumes, toujours. Alors, local et bio, si possible, c'est mieux parce que le transport et l'usage de pesticides neutralisent aussi un peu ces antioxydants. Des apports conséquents aussi en vitamine C. Alors, la question d'une supplémentation se pose aussi, parce que du fait de l'agriculture intensive et des méthodes de transport, c'est vrai que les végétaux sont de plus en plus pauvres en vitamine C. Attention quand même au surdosage parce que trop d'antioxydants bloquent les capacités d'adaptation de l'organisme. On peut obtenir les effets inverses. Booster ses apports en sélénium, en zinc, via les fruits de mer notamment. Le manganèse qu'on retrouve surtout dans les moules, les noisettes, les flocons d'avoine, les légumineuses aussi. Et concernant le coenzyme Q10, donc, qui est un antioxydant puissant, surtout au niveau de la mitochondrie, la centrale énergétique de nos cellules, alors on en trouve un petit peu dans l'alimentation, essentiellement dans le bœuf, le poulet, le hareng, mais la synthèse se fait surtout de manière endogène. Et cette synthèse, elle va dépendre principalement du niveau de glucose intracellulaire, du niveau de glucose au niveau des cellules, ce qui explique aussi que certains sportifs qui n'ont pas une ration journalière trop pauvre en glucides comparativement à leurs dépenses énergétiques et qui n'apportent pas systématiquement aussi de boissons glucidiques pendant l'effort, soient sujets au déficit. Parce qu'en fait, l'essentiel des glucides de la ration sert de carburant et n'est pas du tout, du coup, disponible pour fabriquer le coenzyme Q10. Donc effectivement, c'est les entraînements à jeun qui peuvent favoriser ça, c'est la prise insuffisante de glucides pendant l'effort, et puis globalement la ration énergétique qui ne comporte pas assez de glucides. Les régimes low carb aussi favorisent ce phénomène. Alors chez les sportifs, les carences les déficits sont très courants. Il y a d'ailleurs Denis Richet qui avait fait une analyse statistique qui montrait que je crois que c'était 75% des sportifs étudiés avaient des déficits en Q10, dont un tiers avec des valeurs extrêmement basses. Et puis les conséquences, forcément, c'est du stress oxydatif accru, mal géré, avec toutes les détériorations au niveau des tissus, de l'ADN, les mitochondries qui vont s'installer, et puis un terrain inflammatoire aussi avec des dysfonctionnements du système immunitaire. Donc c'est vrai que la question de la supplémentation se pose aussi. De mon point de vue, il y a un réel intérêt chez certains sujets que l'on peut identifier comme déficitaires en fonction de plusieurs facteurs, mais la supplémentation ne peut pas tout résoudre non plus. Il faut aussi rétablir les conditions de synthèse optimales avec notamment des apports glucidiques autour de l'effort et pendant l'effort suffisants. À ce sujet, donc, au niveau de l'optimisation de l'alimentation autour de l'effort, donc avant l'effort, plusieurs enjeux. Déjà, être bien hydraté, donc voilà, vérifier que les urines soient claires et limpides. C'est le meilleur indicateur, la couleur des urines, pour vérifier de la bonne hydratation, avec des délais suffisants. Alors, c'est vrai que si on est en compétition, on est plutôt sur 3-4 heures en fonction de chacun, quitte à rajouter une petite ration d'attente 1 heure avant avec un aliment bien digeste. Au niveau donc du repas, privilégier les aliments glucidiques de qualité à charge glycémique moyenne pour éviter justement ces fluctuations glycémiques et ces hypoglycémies réactionnelles qui peuvent survenir à l'effort. Plus ou moins pauvre en gluten, toujours dans cette notion de troubles digestifs, de perméabilité intestinale. Voilà, ça peut causer problème chez certaines personnes qui sont sensibles. Une bonne portion de protéines pour qu'il y ait suffisamment d'acides aminés dans le pouls sanguin. Portion de légumes et de fruits ou de fruits pour l'apport en antioxydants.
Et puis attention aux produits laitiers aussi et surtout au lait de vache qui peuvent causer des troubles digestifs. Donc si c'est un petit déjeuner, par exemple, ça pourrait être un porridge avec des flocons d'avoine ou des flocons de riz, du lait végétal, quelques fruits secs oléagineux, un fruit entier, la banane c'est pas mal, hein, c'est bien digeste. Et puis pour l'apport en protéines sous forme de 2 œufs coques ou en omelette ou alors du jambon. Et si c'est un repas, donc j'avais une question au sujet d'un repas froid, bah, ça peut être une salade de riz, hein, riz basmati, c'est pas mal, c'est bien digeste et la charge glycémique est correcte, avec éventuellement quelques légumes, du jambon pour l'apport en protéines, une cuillère à soupe d'huile d'ajout crue de colza, de noix, de lin. Ça posera pas de problème au niveau digestif, c'est plutôt les matières grasses cuites qui peuvent causer des troubles. Un fruit digeste aussi, et puis éventuellement quelques fruits secs et quelques oléagineux. Pendant l'effort, maintenant. Alors, je vais insister là-dessus, c'est important de toujours utiliser une boisson glucidique, quelle que soit la nature de l'effort. Alors, c'est vrai que si vous faites une demi-heure de PPG, de gainage, c'est pas forcément utile, mais au-delà de 45 minutes ou d'une heure, même en salle, c'est important d'en avoir une parce que un défaut d'apport glucidique va avoir plein de conséquences déjà au niveau de l'inflammation, parce qu'en fait, à mesure que les réserves en glycogène musculaire chutent, les fibres vont produire des molécules pro-inflammatoires qui vont déjà sur l'instant vous affaiblir et puis à long terme affaiblir aussi l'immunité. Justement, au niveau du système immunitaire, ça l'affaiblit effectivement en lien aussi avec la notion de fenêtre métabolique, de fenêtre ouverte, qui est en fait une période favorable aux infections post-effort parce que les défenseurs du système immunitaire chutent et sont moins efficaces. Et ce qui majore cette notion de fenêtre métabolique, c'est le défaut d'apport en glucides, l'insuffisance d'apport. Il y a un stress oxydatif aussi qui sera majoré parce que pour le minorer et pour gérer la production de radicaux libres, il faut qu'il y ait suffisamment de glucose disponible dans les cellules et ça va aussi favoriser l'hyperperméabilité intestinale. Alors la déshydratation, hein, tout court, favorise les problèmes d'ischémie-reperfusion et la perméabilité associée, avec aussi le passage d'endotoxines. Donc les endotoxines, en fait, c'est les toxines contenues dans les bactéries qui ne sont pas censées se diffuser à l'extérieur et qui vont aussi favoriser, quand elles vont passer dans le sang, les dysfonctionnements du système immunitaire. Donc en pratique, au niveau de la quantité, on est environ sur 500 ml par heure à adapter en fonction de la température extérieure, de la nature de l'entraînement, avec plus ou moins 20-30 grammes de boisson de l'effort. Ça peut être intéressant de rajouter des électrolytes pour combler les pertes en minéraux via la sueur, parce que ces minéraux participent en fait à l'homéostasie, à l'équilibre de l'organisme. Et si on ne comble pas les pertes, ça peut créer des troubles de l'homéostasie et ça affaiblit aussi l'immunité. Des aliments glucidiques en fonction de vos habitudes, donc ça peut être une pâte de fruits par heure, une demi-barre, c'est des grosses. Alors attention à l'abus de gel hein, qui peuvent causer des troubles digestifs. Ne pas les prendre trop tôt non plus en compétition parce qu'il peut y avoir un risque d'hypoglycémie réactionnelle. Et ça peut être intéressant aussi de rajouter des BCAA quand les efforts sont longs, sont supérieurs à 3-4 heures. Il y en a en fait dans les boissons de l'effort, mais souvent en quantité pas assez suffisante pour qu'il y ait suffisamment d'acides aminés dans le pool sanguin et pour limiter le catabolisme protéique. Le fait de rajouter des BCAA aussi, ça permet de retarder l'apparition de la fatigue centrale, de la fatigue neurologique. Donc au niveau des dosages, c'est bien d'être à 5 grammes par heure, à adapter un petit peu en fonction du poids. Concernant la récupération maintenant, plusieurs enjeux, l'hydratation toujours, refaire les stocks de glycogène et réduire les lésions musculaires. Le fait d'associer glucides et protéines va aussi permettre de maximiser la mise en réserve du glycogène. Équilibrer la balance acido-basique avec des antioxydants parce que l'organisme est naturellement plus acide après un effort et lutter contre le stress oxydatif et gérer aussi l'inflammation qui a été majorée pendant l'effort.
Donc en pratique, boire suffisamment par petites gorgées jusqu'à ce que les urines soient claires et limpides bien régulièrement. C'est intéressant d'utiliser des eaux riches en bicarbonate pour neutraliser l'acidité toujours. Une quantité suffisante de légumes avec un fruit pour l'apport en antioxydants. Des aliments glucidiques de qualité à charge glycémique moyenne aussi, plus ou moins sans gluten aussi parce que l'intestin a été mis à rude épreuve et c'est vrai que le gluten, même après l'effort, peut poser problème. Des protéines en quantité suffisante aussi pour réduire les lésions musculaires. Alors c'est vrai que les protéines d'origine animale, viande, poisson, œufs, sont particulièrement riches en BCAA, qui sont des acides aminés très bien assimilés au niveau de l'intestin, donc qui vont maximiser la reconstruction du muscle. Dans la ration de récupération, au niveau des quantités minimales, on est à peu près sur 0,3 g de protéines par kilogramme de poids. Et au niveau du rapport glucides-protéines, 3 glucides pour une protéine ou 4 glucides pour une protéine. Pour vous donner un exemple, chez quelqu'un de 70 kg, ça ferait 20 grammes de protéines à apporter dans la ration de récupération avec 60 grammes de glucides. Une belle part d'oméga 3 toujours pour lutter contre l'inflammation, donc sous forme d'huile d'ajout de qualité ou d'oléagineux. Et puis, pourquoi pas associer un stick de glutamine sous forme de complément alimentaire, parce que la glutamine, en fait, c'est un acide aminé qui favorise aussi l'intégrité de la muqueuse. Donc, si vous avez des troubles digestifs et que vous sentez que votre système digestif a été mis à rude épreuve, ça peut être intéressant de l'utiliser. Donc, il y a deux options. Soit vous êtes à l'entraînement, vous avez la possibilité de faire votre repas dans la foulée, dans l'heure qui suit, ou alors, notamment en compétition, vous mettez en place une collation d'attente du repas. Donc voilà, avec des protéines qui peuvent être sous forme de jambon, du pain de qualité, quelques noix, quelques fruits secs, éventuellement un fruit. Vous pouvez aussi utiliser une boisson de récupération de qualité. Ça peut être une option qui va apporter à la fois des protéines et des glucides, mais associer quand même avec des aliments solides. Et puis, si vous faites un repas, eh bien, toujours pareil, hein, légumes pour l'apport en antioxydants, l'huile de qualité, les féculents de qualité aussi, qui peuvent être associés avec des légumineuses, une portion de protéines animales, et puis un fruit et quelques fruits secs. Maintenant qu'on a vu un petit peu l'alimentation autour de l'effort, on va parler des régimes un peu en vogue, des modes alimentaires low carb. C'est vrai qu'il y a une émergence depuis ces dernières années de régimes pauvres en glucides. On voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux de sportifs qui le pratiquent et qui le mettent en avant. Alors théoriquement, l'intérêt, en fait, c'est d'augmenter le rendement énergétique, c'est-à-dire d'améliorer l'utilisation des glucides à l'effort et de dépasser en fait la contrainte de dépendance au glycogène musculaire en réalisant des entraînements avec des réserves en glycogène basse. Donc il y a le low carb classique qui est une réduction des apports glucidiques au quotidien en fait sur la journée. Alors c'est plus ou moins strict en fonction de ce qu'on veut mettre en place. Ça peut être 100 grammes de glucides journaliers. Alors pour moi, il n'y a pas grand intérêt parce que vous allez fonctionner à bas régime, vous ne referez jamais non plus complètement vos réserves en glycogène et vous ne serez pas capable de réaliser des entraînements à haute intensité. Après, de façon plus spécifique, il y a le train low qui se base en fait sur des entraînements biquotidiens avec lesquels on va jouer avec les réserves en glycogène. Donc ça se déroule de la sorte, un petit déjeuner classique avec des glucides en quantité habituelle, suivi d'un entraînement à haute intensité, suivi ensuite d'un déjeuner pauvre en glucides, donc composé de viande, de poisson, d'œufs, de légumes, de graisses de qualité, suivi ensuite d'un second entraînement l'après-midi, plutôt d'endurance avec des faibles intensités. Vous aurez donc des réserves en glycogène qui seront réduites, et suivi d'un dîner riche en glucides pour refaire attendez, je crois que j'ai un souci de... Ah non, c'est bon, c'est parti. Pour refaire les réserves en glycogène. Et il y a aussi le sleep low qui consiste, alors là, c'est pas sur du bi-quotidien, c'est plutôt sur 2 jours, donc qui consiste à commencer par un déjeuner classique, un repas du midi riche en glucides, suivi d'un entraînement à haute intensité, suivi ensuite d'un dîner pauvre en glucides, donc vous ne faites pas les réserves en glycogène avec une portion de protéines, de légumes, de graisses de qualité. Vous vous couchez comme ça et le lendemain matin, à jeun, vous réalisez un entraînement d'endurance
à faible intensité et ensuite vous faites votre petit déjeuner de récupération avec des glucides. Alors cette méthode-là, je ne suis pas trop fan. Déjà, il peut y avoir des problèmes d'endormissement, des réveils nocturnes, vous ne apportez pas de glucides au dîner. Et puis le fait de réaliser un entraînement à jeun le matin alors que le dîner de la veille ne contenait pas de glucides, c'est trop stressant pour l'organisme. Après, plus généralement, les risques à long terme, il y a des risques déjà de fonte musculaire, surtout si les apports protéiques sur la journée ne sont pas suffisants. Une vulnérabilité immunitaire aussi qui va être plus importante, en lien aussi avec cette fenêtre métabolique dont on a parlé tout à l'heure. Et à long terme, la privation de glucides va conduire à un phénomène de désadaptation de l'organisme, en fait, avec une surconsommation de glucose par les tissus et donc une baisse de glucose intracellulaire qui va engendrer une baisse du coenzyme Q10, des déficits en Q10 dont on parlait tout à l'heure, et donc du stress oxydatif chronique majoré, entraînant aussi une vulnérabilité immunitaire par augmentation du cortisol notamment corrélé à de l'inflammation, à de l'hyperperméabilité intestinale, etc. Donc, bon, selon moi, la méthode la moins invasive, ce serait éventuellement le train low à court terme. Il peut être intéressant chez un sportif professionnel qui a un gros objectif sur un ultra trail, un Ironman, ou même chez un cycliste pro qui prépare un grand tour. Mais même chez un cycliste sur route élite, hein, pour moi, il n'y a pas grand intérêt. Le risque des effets néfastes est bien supérieur à la légère progression qui peut peut-être se produire si c'est réalisé dans de bonnes conditions. Avant tout, avant de toucher à ce curseur, je pense qu'il faut déjà donner la priorité à ce que l'on met dans son assiette au quotidien, à son microbiote, à l'établissement aussi d'une bonne stratégie hydrique et glucidique pendant l'effort et éventuellement aussi la correction des déficits en micronutriments. On va finir maintenant sur les aides ergogéniques, donc la caféine, hein, vous utilisez sûrement tous, donc un stimulant qui diminue la sensation de fatigue, augmente la concentration, la vigilance, l'attention. Au niveau des recommandations, on est sur 400 mg environ par jour. Attention au surdosage, c'est vrai qu'il y a des risques de déshydratation, de tachycardie aussi à l'effort, de troubles digestifs, de troubles du sommeil en fonction de l'instant aussi où c'est pris. Pour vous donner une idée, un expresso, c'est 80 mg, un café filtre, 120, un café soluble, 160. Et puis au niveau des compléments que l'on peut prendre, donc il y a les comprimés de caféine, généralement c'est 200 mg par pastille, ça dépend. Et il y a aussi les shots coup de fouet de guarana caféine, mais bon, il y a pas mal d'édulcorants, de correcteurs d'acidité, c'est très chimique. Donc, si vous utilisez ces produits, plutôt s'orienter vers des comprimés de caféine, c'est un peu plus naturel. Mais attention, attention au surdosage, hein, ça va vite. Voilà, avec de 2 cafés et un comprimé de caféine, vous êtes déjà au-dessus. Donc, voilà, attention à ça. Le jus de cerise maintenant. Alors, il y a plusieurs théories. La première, c'est que ça améliorerait la récupération parce que c'est riche en polyphénol, donc en antioxydants. Ça permettrait donc de lutter contre le stress oxydatif après l'activité physique. Donc, c'est vrai que si on compare avec les autres jus, c'est plus riche en antioxydants, mais je vois plus d'intérêt à consommer des fruits et légumes entiers qui non seulement auront des teneurs intéressantes en antioxydants, mais qui permettront aussi de neutraliser l'acidité suite à l'effort. Et il y a une autre théorie aussi au niveau du sommeil, parce qu'en fait, ça contiendrait la mélatonine et que les pigments de la cerise amélioreraient la disponibilité du tryptophane, donc pour la synthèse de sérotonine. Après, selon moi, c'est plus intéressant de faire plutôt de la chrononutrition avec une collation et un dîner riche en aliments, qui contiennent du tryptophane pour favoriser la synthèse de sérotonine. En plus, un verre de jus de cerise, c'est vrai que l'index glycémique est très rapide, c'est 25 grammes de sucre, ce qui équivaut à 5 morceaux de sucre, alors qu'on préconise plutôt un dîner à charge glycémique moyenne, voire basse, pour stabiliser la glycémie sur toute la nuit et éviter les hypoglycémies réactionnelles qui peuvent engendrer des réveils nocturnes. Donc bon, voilà, comme aliment plaisir, pourquoi pas, mais pour améliorer la récupération et le sommeil, c'est pas forcément judicieux de les utiliser.
Ensuite, il y a le jus de betterave. Donc, la théorie aussi, c'est que en fait, ce serait précurseur de monoxyde d'azote, d'oxyde nitrique, hein, c'est la même chose, ce qui augmente la dilatation des vaisseaux sanguins et donc l'irrigation sanguine, ce qui permet d'améliorer l'arrivée des nutriments et de l'oxygène aux muscles. Donc, on lit parfois des conseils avant des compétitions, 500 millilitres par jour pendant 5 jours et 2 verres avant l'effort. C'est vrai que c'est des quantités astronomiques, hein, troubles gastriques presque assurés. Et puis pareil, hein, de même que pour le jus de cerise, c'est riche en sucre quand même, index glycémique rapide. Pour moi, il y a plus d'intérêt à utiliser de la citrulline sous forme de complément alimentaire parce que c'est précurseur aussi effectivement de monoxyde d'azote. Alors l'arginine, c'est souvent utilisé pour les mêmes effets, mais c'est beaucoup moins efficace en fait parce que c'est peu absorbé au niveau de l'intestin. Donc voilà, ça peut être intéressant dans une compétition. Attention au dosage, 6 mg dans un peu d'eau, 30 minutes avant l'effort, c'est suffisant. Et on va finir sur les boissons de corset tonique, connues aussi sous le nom de keto drink. Donc les corsets toniques, ce sont des molécules en fait dérivées des lipides que l'on produit principalement lors d'un jeûne. Donc les corsets toniques ne peuvent pas être un produit de substitution aux glucides, hein. Ils ne peuvent pas remplacer intégralement les glucides dans le sens où la quantité d'énergie produite par unité de temps, elle va être nettement inférieure à celle de la combustion des glucides. En fait, l'intérêt démontré, c'est que l'utilisation de ces boissons permettrait d'épargner les stocks en glycogène et donc de prolonger l'autonomie à l'effort. Il y a un effet satiétogène aussi qui est mis en avant. Alors, je sais que certaines équipes les utilisent pendant l'effort, mais aussi en récupération. Après, voilà, je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de recul scientifique. Est-ce qu'il y a des effets, des risques à long terme? Je ne sais pas trop. J'ai jamais eu l'occasion non plus de discuter avec un médecin d'équipe qui les utilise. Le problème aussi, c'est vrai que c'est les grosses équipes étrangères s'y sont mis. Donc, les équipes françaises, si ce n'est pas déjà le cas, vont peut-être être contraintes aussi de s'aligner et d'y venir aussi. Toujours est-il que dans le milieu amateur, je ne pense pas qu'il y ait lieu de les utiliser. Encore une fois, hein, il y a plein de choses sur lesquelles agir en premier lieu avant de s'attaquer à ce dernier curseur. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Voilà, on va pouvoir interagir. Vous pourrez me poser des questions. Et puis, si vous avez des questions d'ordre plus personnel, je vous ai mis mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Voilà, merci Lucie. On a encore à peu près 25 minutes ensemble pour aller plus loin et poser vos questions. Donc voilà, si quelqu'un veut se lancer, je l'invite soit à prendre la main, soit à saisir un message en fait dans la conversation. Et puis je vous passe la main pour poser votre question. Dans ce cas-là, il faudra activer votre micro. Allez, Jean-Luc Hutsebo. C'est parti. Donc Jean-Luc, il faut activer ton micro. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Madame Lucie. Une question concernant la boisson de récupération et notamment sur les 30 minutes, ce qui est préconisé de prendre cette ration de récupération pendant les 30 minutes après la fin de l'effort, notamment parce que toutes les fenêtres sont ouvertes, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions? Parce qu'il y a tellement de produits sur le marché. Est-ce qu'on doit avoir des protéines, des glucides, des vitamines? Qu'est-ce que vous préconisez? Alors effectivement, les boissons de qualité, elles contiennent à la fois des protéines et des glucides. Donc les glucides, souvent, c'est de la maltodextrine, donc des glucides à assimilation plutôt rapide. Au niveau des protéines, c'est essentiellement du lactosérum, hein. Quelques boissons associent aussi de la glutamine, qui peut être intéressant d'un point de vue intestinal. Je sais que celle d'Oversim est pas mal. Après, oui, effectivement, il y en a beaucoup sur le marché, donc attention à la marque, attention aussi qu'il n'y ait pas trop de produits chimiques de rajouter, d'édulcorants, etc. Mais oui, voilà, une bonne boisson de l'effort, protéines, maltodextrine, éventuellement de la glutamine, et puis pas trop d'agents chimiques. Glutamine, oui. Ok, c'est-à-dire qu'on fait tout en liquide.
Voilà, c'est une boisson essentiellement liquide, mais après, elle est à utiliser aussi avec quand même des aliments solides. Ça peut être un fruit ou une petite portion de riz. Ça ne peut pas intégralement remplacer la totalité de la ration de récupération. Très bien. Merci beaucoup. Ah, si d'autres personnes veulent se manifester pour d'autres questions. Moi, je vais en poser une. Tu as souvent parlé, Lucie, là, des charges glucidiques moyennes avant l'effort et justement aussi après l'effort. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus cet aspect de charge glucidique moyenne et comprendre? Tu as pris des exemples de repas avec du riz. Est-ce que tu peux l'évoquer là ici? Oui, alors la notion de charge glycémique, en fait, ça renseigne la capacité d'un aliment à élever la glycémie. Donc, plus la charge glycémique est élevée et plus les sucres de l'aliment vont se retrouver rapidement dans le sang. Donc, c'est vrai qu'avant un effort, on préconise des glucides à charge glycémique plutôt modérée pour éviter ce risque d'hypoglycémie réactionnelle. Parce qu'en fait, quand vous consommez des glucides à assimilation rapide, ça arrive rapidement dans le sang. Donc, le pancréas sécrète de l'insuline de manière importante et cette grosse sécrétion d'insuline peut entraîner des hypoglycémies réactionnelles et des fluctuations de la glycémie. Après, pendant l'effort, effectivement, c'est l'utilisation d'index glycémique élevé qui s'applique avec des boissons d'effort, des aliments glucidiques. Alors après l'effort, on entend souvent qu'il faut effectivement consommer dans cette fenêtre métabolique des aliments à index glycémique élevé. On peut le faire, mais pour moi, il ne faut pas centrer tout autour des index glycémiques élevés après l'effort. Il faut aussi consommer effectivement riz, fruits et autres féculents de qualité qui ont une charge glycémique plus modérée et qui vont permettre d'équilibrer aussi un peu cette sécrétion d'insuline. Okay, merci. Alors, je pense que ça va rejoindre là-dessus. En fait, on a deux questions qui nous sont arrivées dans la conversation. Une question tout d'abord de Luc. Bonjour Luc, qui demande en fait de revenir sur l'apport dans l'heure avant l'effort. Pouvez-vous revenir sur l'apport dans l'heure avant l'effort? Alors, l'heure avant l'effort, donc j'avais dit au niveau avant l'effort, au niveau du repas, donc effectivement, si c'est en compétition, respecter des délais de 3-4 heures pour la bonne digestion, mais ça peut être un peu long, donc souvent on préconise d'une heure avant l'effort de consommer par exemple une part de gâteau sport, c'est bien digeste, ça peut être éventuellement une banane bien mûre aussi, c'est digeste, ce qui va réapporter un petit peu de glucides et puis pas perturber la digestion. Puis après, en fonction des quantités, c'est propre à chacun. Le gavage glucidique aussi avant une épreuve n'est pas une solution. La capacité d'absorption des glucides reste limitée et le fait d'apporter trop de glucides que l'on peut en absorber va générer des toxines, du stockage aussi sous forme de tissu adipeux. Donc voilà, le gavage glucidique avant l'effort, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire je maximise mes réserves, mais c'est pas forcément une bonne idée. Il faut manger en quantité correcte. Sur ce sujet, je vais rester dessus, je vais argumenter un petit peu. Est-ce que tu vois des différences, par exemple, entre une épreuve contre la montre qui pourrait durer quelques minutes, on va dire 10, 15, 20 minutes, une compétition en circuit qui pourrait durer 2 heures, et puis une grande compétition ou type une cyclosportive qui va durer 5, 6, 7 heures. Est-ce que tu considères quelque chose de différent justement dans l'attente avant l'effort? Alors, au niveau des délais, c'est vrai qu'ils sont encore plus importants si l'effort est long et intense. Au niveau du délai de 3-4 heures pour le repas d'avant. Après, au niveau des quantités, je ne pense pas que ça change tellement. Effectivement, on peut éventuellement faire sauter la part de gâteau sport une heure avant. Si on choisit avant un contre-la-montre, vu que c'est une épreuve plus courte, de ravancer un petit peu dans le temps le repas en pré-effort. Mais après, au niveau des quantités, non, restez sur les quantités que vous avez l'habitude de consommer à l'entraînement. Et alors, donc on va rester avant l'effort tout à l'heure, donc tu l'as évoqué, peut-être revenir dessus. On a une question d'Enzo
qui nous dit, à votre avis, quel est un bon repas avant une course? Donc, je suppose, Enzo, si tu veux intervenir, si je me trompe, mais je suppose que tu parles du repas, le dernier repas avant l'épreuve. C'est ça. C'est ça. Donc, oui. Donc, alors, comme je l'ai évoqué un peu, faut apporter pour le repas, donc le repas, pas la ration d'attente, hein, apporter des protéines, pour qu'il y ait des acides aminés dans le flux sanguin, des glucides à charge glycémique modérée, bien digestes, un peu de fruits ou de légumes, suivant si c'est un petit déjeuner ou un déjeuner, pour l'apport en antioxydants, en fibres. Et puis, au niveau de la ration d'attente, c'est vrai que le gâteau sport, c'est pas mal, c'est bien digeste. C'est en fonction des marques, après, ils sont plus ou moins qualitatifs, mais le gâteau sport en ration d'attente, je trouve que c'est pas mal. Et puis, bien s'hydrater aussi jusqu'au début de l'effort. Attention au café, hein, si vous avez tendance à boire beaucoup de café, ça peut entraîner de la déshydratation. Donc voilà, bien s'hydrater et puis ration d'attente avec du gâteau sport, c'est pas mal. La déshydratation est effectivement un phénomène de baisse importante des performances, et démarrer une compétition en fait dans un état déshydraté, j'insiste sur ce que dit Lucie, est vraiment une mauvaise stratégie en fait. On va partir ensuite sur une question très spécifique qui nous est posée, c'est sur après l'effort notamment, est-ce que les besoins protéinés des femmes et des hommes sont-ils les mêmes? Et est-ce que ça, en fait, vont varier en fonction du cycle menstruel? Alors, les besoins en protéines, ils dépendent surtout en fait du poids déjà et de la masse musculaire, mais pas tellement du sexe. Donc, comme je l'avais évoqué, dans la ration de récupération, on doit être environ sur 0,3 g minimum de protéines par kilogramme de poids. Donc, voilà, pour quelqu'un de 70 kg, ça fait 20 grammes. Après, en fonction des cycles menstruels, il n'y a pas forcément, j'ai pas notion qu'il y ait un changement apporté au niveau des protéines. Par contre, ça me permet de rebondir sur un autre sujet. Si vous êtes sujet aux troubles prémenstruels, notamment, il va falloir vraiment bien gérer l'inflammation, parce que l'inflammation est vecteur de douleur, peut-être vecteur aussi de pulsions sucrées, parce que le tryptophane, qui doit normalement synthétiser la sérotonine, va être dévié de sa voie principale. Donc, moins de sérotonine égale plus d'irritabilité et une prédisposition à avoir des pulsions sucrées. Donc, voilà, bien gérer cette inflammation. Et puis après, pendant la période de règles, booster éventuellement un petit peu ses apports en fer. Donc, les meilleures sources alimentaires, c'est vrai que c'est viande rouge, du boudin noir, viande blanche aussi, mais dans une moindre mesure. La vitamine C permet aussi d'améliorer l'assimilation du fer. Donc, ça peut être intéressant aussi de booster ses apports pendant cette période. Merci. Allez-y, encore d'autres. Je vais vous manifester comme vous le souhaitez. Tu parlais, Lucie, justement du fer. Donc, c'est un élément important. Pourquoi il est important, en fait, aussi il est très important pour les femmes qui vont avoir leurs règles, mais il est très important aussi pour les cyclistes, en fait, notamment dans les disciplines d'endurance. Je crois qu'il y a beaucoup de disciplines d'endurance qui sont représentées là, ici. Comment, toi, voilà, ce que tu peux nous en dire par rapport à cette question-là? Alors, c'est vrai que le fer est très important au niveau de l'oxygénation cellulaire, au niveau de l'oxygénation musculaire. Alors, il y a deux sources de fer, en fait, dans l'alimentation. Il y a le fer héminique, qui sont dans les protéines, les produits d'origine animale, et le fer non héminique, qu'on va retrouver plutôt dans les végétaux, les légumineuses. D'un point de vue assimilation, c'est vrai que le fer héminique est mieux assimilé. C'est pour ça que chez les personnes qui ont un mode alimentaire vegan ou végétarien, il peut y avoir des déficits. Les femmes sont plus sujettes aux déficits aussi via les règles. Et il y a un autre point à prendre en compte en lien aussi avec le défaut d'apport glucidique pendant l'effort et dans la ration globale, c'est qu'en fait, quand vous n'apportez pas suffisamment de glucides, il y a de l'inflammation, comme je l'ai expliqué un petit peu. Et en présence d'inflammation, en fait, on a une surexpression
de la protéine qui intervient dans le métabolisme du fer, et du coup, ça engendre une moindre assimilation. Donc, effectivement, le défaut d'apport glucidique aussi majore ce problème de déficit chez les hommes et chez les femmes. Donc après, le faire bilan sanguin, hein, faire des bilans sanguins régulièrement, surtout chez les femmes, généralement, de toute façon, c'est tout le temps dosé, en sachant que la norme basse, effectivement, vous n'êtes pas en carence si vous êtes dans la norme basse, mais par contre, ça peut être quand même insuffisant, surtout pour répondre à l'activité physique que vous réalisez. Donc, c'est mieux de se situer plutôt dans la fourchette moyenne. Ok, donc tu nous as amené derrière sur les questions en fait autour des apports glucidiques, et il y a pas mal de questions en fait qui tournent autour de ce sujet dans la conversation, et je vais y aller par l'ordre chronologique. La première, elle est de Clémence, donc Clémence qui est également diététicienne ou nutritionniste, je suis plus sûr, j'ai plus trop en tête, mais c'est pas grave. Donc, tu parlais tout à l'heure du gavage, elle est d'accord en fait avec cette notion-là à éviter. Elle voudra apporter en fait la nuance sur le fait qu'on recommande quand même d'augmenter les apports glucidiques avant les efforts pour éviter des épuisements en fait de réserve. Oui, effectivement, Clémence, il faut augmenter un petit peu les apports, mais ce que je voulais dire, c'était qu'il ne fallait pas non plus entrer dans le surplus. Mais c'est vrai que par rapport à l'alimentation de tous les jours, avant une compétition, comme tu l'as dit, c'est mieux d'augmenter et de maximiser un petit peu les apports. C'est raisonnable. Sans passer par la pasta partie. Voilà. Et donc, pour continuer sur ce sujet des glucides, on a une question de Cyril, des risques en fait d'hypoglycémie réactionnelle pendant l'effort avec des aliments à index glycémique élevé. Voilà, est-ce que tu peux en dire plus? Voilà, sur notamment le fait que je vais lire sa question, surtout que les glucides consommés ne servent pas à nourrir le muscle. Il ne sert qu'à alimenter le cerveau et quelques organes. Si tu peux répondre là-dessus, puis il y en aura une autre par la suite. Alors effectivement, si vous prenez par exemple, je l'ai évoqué, les gels énergétiques pris trop tôt en compétition peuvent induire une hypoglycémie réactionnelle, parce que c'est vrai que l'index glycémique du gel est très important, ça fait une arrivée massive de sucre, davantage que quand les glucides sont dilués dans la boisson de l'effort et dans le bidon. Après, il y a les purées de fruits. Alors, toutes les marques n'en font pas, mais c'est vrai que déjà, c'est plus digeste et c'est pas tout à fait les mêmes glucides, donc la charge glycémique est plus basse. Et puis effectivement, voilà, utiliser une boisson de l'effort digeste en fonction de votre tolérance. Il peut y avoir aussi des intolérances à la boisson de l'effort. Donc voilà, les tester et choisir ce qui vous convient. Alors, je me permets juste de réagir sur la question de Cyril. Pendant l'effort, en fait, les glucides consommés peuvent entrer beaucoup plus facilement en fait dans le muscle pour produire de l'énergie. Le muscle en fait va puiser, va clairement ouvrir dès lors qu'on commence à dépléter un peu le glycogène musculaire, hein, qui est le sucre qui est dans le muscle. Le sang va en amener davantage et on va en puiser davantage. Donc toujours la même personne qui voudrait un peu plus d'informations sur le low carb, puisque en fait la théorie est de dire que le low carb va permettre de mieux utiliser les graisses et donc d'augmenter en fait le rendement énergétique, peu importe le niveau d'entraînement. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet que tu as évoqué tout à l'heure? Alors effectivement, dans la théorie, en fait, c'est que la privation de glucides va induire déjà une meilleure utilisation des glucides quand vous allez les réintégrer, notamment en compétition. Ça va améliorer le rendement énergétique, l'utilisation de ces glucides. Et effectivement, en période de low carb, de restriction, on puise davantage dans les graisses.
produire aussi des corps cétoniques. Donc, on va utiliser les lipides. Après, en rapport avec l'entraînement, il y a une notion à avoir en tête, c'est que plus vous allez être entraîné aussi et plus vous allez être capable d'utiliser des lipides pour produire de l'énergie. Et après, en fonction aussi, vous avez peut-être déjà notion de ça, mais en fonction de l'intensité à laquelle vous réalisez de l'effort, par exemple sur des intensités plutôt basses, plutôt d'endurance à 45-50% de la VO2 max, on est à prédominance lipide. Les glucides sont quand même utilisés, mais on a en prédominance l'utilisation des lipides. Et puis à effort plus soutenu, à 70-75% de la VO2 max et plus, on est à prédominance glucidique. C'est pour ça d'ailleurs que dans les méthodes low carb, notamment le train low, le deuxième entraînement sans glucides est réalisé plutôt avec des faibles intensités, justement pour pas créer trop de désordre de ce point de vue-là. Alors, je reviendrai après sur les questions qu'ont évoquées Cyril, parce que il y en a une autre en fait qui nous amène en fait sur les glucides, et notamment c'est une question de Luc sur les boissons glucidiques qui peuvent poser des problèmes intestinaux. Est-ce que sa question, c'est est-ce que ces problèmes sont liés à un ou des composants particuliers? Alors, c'est vrai que dans certaines boissons, il y a… Alors après, ça dépend de la tolérance, mais globalement, les boissons bien tolérées, c'est les boissons qui contiennent la maltodextrine. La maltodextrine, il y a peu de problèmes avec ce glucide-là, même dans la course à pied où les impacts sont plus importants. Mais c'est bien qu'il y ait l'association de plusieurs glucides, parce qu'il y avait des études aussi qui avaient montré qu'au niveau de l'assimilation, s'il y avait par exemple, si on apportait que du glucose, les récepteurs finissaient par se bloquer, donc le glucide était moins bien assimilé et ça nécessitait un autre apport de glucides. Donc oui, généralement, c'est une bonne boisson de l'effort pour moi, c'est quand le premier ingrédient, c'est de la maltodextrine, qui a d'autres glucides aussi, éventuellement un peu de glutamine, des BCAA, des vitamines antioxydantes, et puis peu d'agents chimiques de rajouter, mais bon, généralement, c'est pas trop le cas. Voilà. Donc, selon toi, on peut faire confiance plutôt à la plupart des boissons du marché, ou est-ce qu'il y aurait des boissons à… Est-ce que les acteurs qui sont là ici doivent être vigilants et lire les étiquettes? Oui, il faut quand même lire les étiquettes. Après, mais méfiez-vous, parfois on peut utiliser que de la maltodextrine pure, par exemple, mais c'est peut-être pas judicieux parce que les nutriments aussi agissent en synergie. Pour améliorer l'assimilation, ça nécessite l'intervention aussi d'autres vitamines. Au niveau des marques, l'Oversteam généralement est bien toléré. La Punch Power est bien aussi, elle est vraiment de qualité. Après, au niveau des autres marques, j'en ai pas forcément en tête, qui sont bien, mais oui, Oversteam et Punch Power, que ce soit la longue distance ou la antioxydant, elles sont toutes les deux très bien. Et donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour là, des glucides. On va rentrer en fait sur des questions plus pointues en fait. Donc la première, je reviens sur la question de Cyril, comme ça me remet dans l'ordre chronologique. L'avis sur la chrononutrition. Tu as évoqué le sujet tout à l'heure. Donc Cyril souhaiterait un avis plus pointu sur ce sujet-là. Alors c'est vrai que la chrononutrition, on en parle beaucoup. Elle intervient surtout en fait dans la synthèse des neurotransmetteurs. Par exemple, le matin, on préconise un apport de protéines pour favoriser la synthèse de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui rentre dans la motivation, la mise en action, associé à des glucides à charge glycémique aussi basse, parce que l'index glycémique global du petit déjeuner va aussi influencer la glycémie tout au long de la journée et les sécrétions d'insuline du pancréas. Le fait d'apporter aussi des protéines le matin va améliorer l'assimilation des protéines sur tout le reste de la journée.
Au niveau du déjeuner, il n'y a rien, enfin, il n'y a pas grand-chose de particulier, hein. On préconise voilà, l'apport en légumes, en viande, poisson ou œufs. Au niveau de la collation, on peut effectivement intégrer des aliments particulièrement riches en tryptophane. Donc, ça peut être un mélange d'oléagineux, de fruits secs, un peu de chocolat, une banane éventuellement. Ça va permettre de maximiser la synthèse de sérotonine, qui aboutira aussi à la synthèse de mélatonine en début de soirée, qui va rentrer dans le cycle nocturne. Et puis après, au niveau du dîner, on préconise souvent un dîner plutôt d'origine végétale. Alors oui, c'est vrai que ça peut être intéressant d'intégrer les protéines végétales au moment du dîner. Après, si vous avez eu un entraînement relativement important l'après-midi, je pense que c'est quand même bien d'avoir une petite source de protéines animales, plutôt sous forme de poisson ou d'œuf, parce que les acides aminés contenus dans les protéines animales et végétales ne sont pas les mêmes. On a aussi une moins bonne assimilation des protéines végétales, donc ça peut être intéressant quand même de mettre une part de protéines animales dans le repas. Ok, donc pour faire simple, tu recommandes pas trop le petit déjeuner typique français, baguette, jambon, beurre. Voilà, alors jambon, oui. Jambon, oui. Pardon, baguette, beurre, confiture. Oui, voilà, effectivement. Bah, la baguette blanche, c'est un aliment raffiné, hein, déjà, outre l'aspect de charge glycémique, effectivement, ça crée une grosse sécrétion d'insuline. Il n'y a pas non plus vraiment de nutriments intéressants. En fait, manger du pain blanc, ça équivaut un peu à croquer dans du sucre. Donc voilà, associé en plus à de la confiture, à un bol de lait et à un verre de jus d'orange, c'est pas forcément le petit déjeuner à adopter. Ok. On avait une question de Bruno, question très courte. Bonjour Bruno. Et le magnésium? Point d'interrogation. Alors, le magnésium, très important parce que ça intervient dans toutes les réactions énergétiques. Ça favorise aussi la contraction musculaire, la contraction cardiaque. Ça permet de lutter contre contre les crampes, pardon. Ça favorise aussi l'endormissement. C'est vrai que des déficits en magnésium, il peut y avoir beaucoup de troubles. C'est difficile aussi de combler les réels besoins seulement avec l'alimentation. C'est un peu comme la vitamine C. Donc, c'est vrai que faire une supplément de magnésium sur quelques mois dans l'année, ça peut être judicieux, surtout chez un sportif. Voilà. Après, attention aux compléments alimentaires, à la forme que vous utilisez. Il y a des formes qui sont moins bien assimilées. C'est mieux quand le magnésium est associé à de la taurine et à de la vitamine B6, ça majeure l'assimilation. Il y a celui de Pilège, par exemple, qui est très bien, celui de Nutergia aussi. Donc voilà, si vous voulez vous complémenter, oui, ça peut être une bonne idée, mais attention à l'origine du complément et à la forme de magnésium utilisée. Et donc, ça nous amène en fait sur la question de Mathieu. Bonjour Mathieu, qui doit être sujet à des crampes. Et donc, il pose la question justement pour éviter pour éviter les crampes pré, pendant, post-compétition. Donc, en dehors de manger un peu de chocolat pour le magnésium, qu'est-ce que tu lui conseilles? Ah oui, effectivement, ça peut venir d'un déficit en magnésium. Après, il y a aussi l'hydratation qui rentre en compte, hein. Des défauts d'hydratation provoquent des crampes nocturnes aussi. Donc, bien veiller à ça, bien veiller aussi à l'équilibre acide-base global de l'organisme. Un terrain acide donne aussi des douleurs musculaires, donne des crampes. Donc voilà, bien t'hydrater, équilibrer ton équilibre acido-basique au quotidien avec beaucoup de légumes. Tu peux utiliser les eaux bicarbonatées pour neutraliser l'acidité ou alors les sels de Vichy. Tu peux rajouter dans de l'eau qui permet aussi de neutraliser l'acidité. Il y a des compléments alimentaires qui existent aussi, pourquoi pas. Mais voilà, déjà, veiller à l'hydratation, booster éventuellement un peu ses apports en magnésium, effectivement, et puis gérer l'acidité générale de l'organisme et l'inflammation. Ok. Et donc, Jean-Luc, tout à l'heure, tu as parlé du coenzyme Q10 et tu as bien développé, et notamment le fait que l'étude de Denis Richet qui démontre que beaucoup des sportifs, 75% des sportifs sont en dessous des seuils. Donc, Jean-Luc nous demande si on doit mesurer en fait cette coenzyme Q10 pour s'assurer en fait qu'on ne soit pas trop en déficit.
Ouais, alors c'est vrai que ça, si vous trouvez un médecin qui veut bien vous le prescrire, ça peut être intéressant d'évaluer les taux sanguins pour voir un petit peu où vous en êtes. Après, le fait de se complémenter, il n'y a pas d'effet néfaste non plus, il n'y a pas de risque de surdosage. Pour moi, bon, c'est vrai que les sportifs sujets au déficit, on peut les identifier, mais finalement, tous les sportifs nécessiteraient une complémentation en coenzyme Q10, à condition aussi, comme je le disais, que les conditions de synthèse de Q10 soient optimales, avec notamment les apports énergétiques glucidiques suffisants autour de l'effort et pendant. Mais oui, si tu as la possibilité de le faire doser, ce serait bien. Et donc, ce sera notre dernière question, puisqu'on a achevé 1 heure et c'est une petite règle qu'on fixe sur nos webinaires, on essaie de rester sur l'heure et c'est une question qui est vraiment d'actualité. C'est une question de Cynthia. Alors, Cynthia, elle était intervenue avant et je vous mettrai un petit lien après sur un comparatif de boissons énergétiques. Cynthia nous demande des conseils en fait, pour la reprise de sorties plus longues après avoir passé en fait, certainement 2 heures à faire du home trainer de séances courtes et intenses pendant le confinement. Et donc aujourd'hui, il fait beau, on a tous envie de faire du vélo et de faire des grandes et longues sorties. Donc, quel conseil en fait dans cette évolution-là? Alors déjà, si vous avez eu tendance à limiter vos apports pendant le confinement parce que vos dépenses énergétiques étaient un peu moindres, il faudra rétablir des apports corrects, glucidiques notamment. Donc partir, faire sa sortie longue avec déjà des bonnes réserves en glycogène qui ne se font pas que sur le repas d'avant, mais aussi sur le repas de la veille et les jours d'avant. Donc voilà, un petit déjeuner si tu roules le matin par exemple avec suffisamment de glucides, des protéines. Prévoir suffisamment d'aliments énergétiques dans tes poches pour ta sortie, intégrer aussi une boisson glucidique à tes bidons, toujours. J'ai bien expliqué l'intérêt de la boisson glucidique, jamais d'entraînement à l'eau. Et puis, bon, là, on va arriver au temps relativement chaud, donc ça peut être intéressant aussi d'intégrer des électrolytes, comme je le disais, dans la boisson de l'effort pour combler les pertes en minéraux via la sueur. Donc voilà, hydratation suffisante, bon apport énergétique, bon apport glucidique pendant la séance, et puis partir avec des réserves suffisantes et optimiser la récupération. Et voilà, moi je vais juste rajouter le conseil un peu vélo, c'est-à-dire que derrière aussi, attention au contrôle et au maintien d'intensité en fait relativement abaissée. C'est vrai que sur Home Trainer, on va plus facilement faire des intensités élevées. Et donc, il est important que sur les sorties plus longues, on arrive à tempérer un peu nos ardeurs, notamment en début de sortie. Voilà. Je vous ai mis le lien d'un comparatif de boissons, donc comme je vous l'ai expliqué, qui est réalisé par Nicolas Oubino, qui tous les ans, il fait un comparatif qu'il met à jour. Donc, voilà, ça peut vous aider en fait dans vos recherches. On va terminer cette intervention. Merci Lucie. Merci à vous. Voilà, merci à tout le monde. Malgré le nombre important de participants, ça s'est très bien passé. Et donc, ce webinaire sera disponible en fait en streaming et je vous enverrai le lien à tous pour que vous puissiez le visionner si vous souhaitez le revoir. Merci à tous. Merci à tous, bonne fin de journée.